Euh, Bonjour à tous. Ma présentation, c'est en fait sur les obstacles et opportunités et avec évidemment le concept de vieillir et vivre chez soi. Quelques mots rapidement sur nous. En fait, la firme est en pratique depuis à peu près une vingtaine d'années. Puis en fait, notre approche, je dirais juste, c'est le point important, c'est on a toujours une approche avec l'usager au cœur de notre conception architecturale. Donc, c'est notre approche générale dans l'ensemble des secteurs qu'on travaille, dont les résidences pour personnes âgées. Et j'ai eu évidemment le plaisir de travailler avec Philippe sur quelques projets. D'ailleurs, on a quelques diapos en commun, j'espère que ça ne sera pas répétitif. Très rapidement, ce que je vais vous présenter, ce serait les projets à l'international, puis après ça, savoir s'adapter. Quelques projets qu'on vous présente. Ça recoupe un peu, en fait, sur le concept général, le concept qui a été discuté auparavant là, par Philippe Poirier et Rana Boubacar au niveau de concept de vieillir et vivre chez soi, donc le Aging in Place Concept en anglais, qui en fait, peu importe le niveau d'autonomie de se sentir chez soi, est un aspect très important de vieillir et vivre dans sa communauté. Et à différentes échelles, évidemment, on essaie de toujours ramener ce concept-là dans la conception architecturale. Évidemment, pour une personne avec une légère perte d'autonomie, puis Philippe Poirier en a fait mention aussi, c'est le plus possible le maintien à domicile qui requiert des aménagements en vue d'un logement évolutif qui s'adapte au niveau changeant d'indépendance. Donc, vous voyez un petit peu les intentions que vous connaissez sûrement très bien déjà. Au niveau des personnes avec des pertes d'autonomie et qui ont besoin de soins, ou des soins longue durée, évidemment, et Philippe Voyer en a fait mention, mais le milieu de vie doit respecter l'identité, la dignité, puis l'intimité des personnes. Donc, c'est un lieu résidentiel le plus normalisant possible qui faciliterait l'appropriation par le résident et la personnalisation de son espace. Donc, toutes les décisions au niveau d'organisation et d'intervention et aménagement doivent être basées sur les caractéristiques des besoins et des attentes des résidents. Au niveau international, puis je vais être très rapide, je pense sûrement des exemples que tout le monde, ou en tout cas une bonne partie d'entre vous doivent connaître, mais Horvik à Wisp aux Pays-Bas que Philippe a fait mention aussi. Donc, très rapidement, en fait, l'approche qu'ils avaient pris dans ce projet-là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont regroupé les personnes selon leurs valeurs sociales et styles de vie et qui sont basés sur des critères qui sont allés chercher dans les statistiques. Puis, en fait, ils ont développé 7 profils de type de vie, on va dire, qui sont listés. Puis donc, il y a des regroupements qui sont faits avec des personnes. Donc, d'un point de vue on va dire des maisonnées ou des groupes, c'est développé dans ce sens-là, mais d'un point de vue plus aménagement, il y a quand même un travail très intéressant au niveau des aménagements des espaces et des cours intérieurs qu'on voit aménagés sur les plans qui sont ici à droite. Il y a aussi évidemment plus proche de chez nous le village Langley en Colombie-Britannique. Et c'est un concept plus d'un village aménagé on va dire, sur un grand terrain. On voit par exemple une maisonnée de douzaine de résidents. Et ce qui est d'intérêt, c'est le fait qu'en fait, la progression en fait, des espaces qui est plus naturelle versus, par exemple, typiquement on appelle un CHSLD ou un centre de service avec soins, où on a juste un corridor, comme Philippe en a fait mention aussi, c'est que là, on voit beaucoup plus une relation, par exemple, on va dire, naturelle, résidentielle, d'une chambre vis-à-vis, par exemple, la cuisine, le salon, salle à manger. Moins de perception de corridor, je dirais, et ça s'en va vers un cours arrière ou l'espace extérieur. Donc, au niveau des contraintes puis des opportunités, certaines des contraintes, c'est comment éviter les délocalisations des résidents de leur communauté, puis bien évidemment en concevant un environnement adaptable et pérenne dans le temps.
L'autre contrainte, c'est comment créer un environnement familial et augmenter le sentiment d'appartenance. Ça serait de s'inspirer du cadre bâti et du contexte local, tout en intégrant une architecture vernaculaire plus locale. Encore, éliminer les longs corridors. Comment éliminer les longs corridors et éviter des impasses? C'est peut-être d'un point de vue une approche d'aménager les chambres avec des aires de vie, comme on a vu tantôt dans Langley, ou aménager en forme, en aménagement de L ou de C. Et puis, bien évidemment, question de préserver l'échelle humaine, donc idéalement viser des nombres d'étages de maximum de 3 à 4 étages. Les enjeux fonctionnels, donc le principe de maisonnée, Philippe en a parlé tantôt encore, groupe de 10 à 14 résidents, l'intention d'éliminer l'effet corridor institutionnel, puis permettre une visibilité proximité entre les chambres et les espaces de vie. L'autre principe, c'est l'accès à l'extérieur, donc évidemment des accès extérieurs et ou au balcon, et aménager les intérieurs avec un apport naturel, de lumière naturelle, excusez-moi, et de vue sur l'extérieur. Et le principe d'avant-scène arrière-scène, que encore là, Philippe en a fait mention aussi, c'est de créer une circulation indépendante pour les visiteurs et les résidents, et des points de repère sur les aires de circulation et éviter des croisements des circulations de matériel propre et souillé. Donc, les projets rapidement que je vais vous présenter, il y a la Maison des vétérans de New Hampshire, que c'est un projet en fait qu'on avait travaillé dans les débuts des années 2000. C'est un projet d'agrandissement en fait, vous le voyez ici à gauche, 50 sur 50 lits, donc c'est un 100 lits total. Un plan agrandi qui est ici à droite, puis d'ailleurs, il y a M. Benjamin Rankin qui avait travaillé sur le dossier que j'ai vu dans les participants qui assistent à la conférence avec nous. Donc, Benjamin et moi, on avait travaillé sur le dossier. Donc, ce qu'on voit aménager, c'est les mêmes concepts en fait, puis ils ont été quand même intégrés avec beaucoup de travail qui a été fait avec les gens au niveau de l'établissement qui ont donné un gros appui au niveau de comment développer le projet, mais c'est des unités de vie ou des îlots, on va dire, qui étaient de 14 et 16. Donc, on visait toujours la question de garder des îlots qui sont assez petits. Et on voit, par exemple, un corridor en boucle qui est en rouge, l'apport de la lumière naturelle le plus possible via, par exemple, les fonds de corridor ou à travers le salon ici, qui mène aussi, évidemment, dans l'autre sens avec un accès au cours extérieur qu'on voit ici. Là. Donc, il y a un espace aménagé de jardin qui peut être accessible à partir de ce salon-là et ou de l'autre côté de ce salon-là. Et la notion de arrière-scène, avant-scène qu'on parlait. Donc, ici, on a le noyau, mais en orange, vous voyez un corridor de service qui desservait, par exemple, pour pouvoir venir avec les utilités propres ou les utilités souillées qui peuvent sortir. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans les unités, en fait, le moins possible. Donc, chaque îlot devient beaucoup moins comme dérangé, on va dire, par le mouvement des services. Donc, et il y avait aussi peut-être à mentionner, c'est un bâtiment de 2 étages, comme je l'ai dit. Donc, on avait créé des puits de lumière que vous voyez ici sur la photo, qui permettent de rentrer la lumière naturelle aussi au rez-de-chaussée. Et évidemment, les aires de vie étaient toutes centrées ici au centre. Ça, c'est rapidement au niveau des espaces extérieurs. Donc, les espaces extérieurs sont clôturés ou fermés, comme on le voit, pour une question de sécurité. Mais évidemment, il y a toujours l'intention de créer des zones couvertes pour permettre, comme on le voit avec des pergolas, de la lumière filtrée. Et évidemment, c'est toujours à prévoir des systèmes de sentiers qui permettent de déambuler soit des distances plus petites ou courtes ou des plus longues distances, dépendamment du niveau d'autonomie de la personne et du résident. Et il y a évidemment, on va dire, des mains courantes et des points d'intérêt, des bancs pour s'asseoir. Le long du parcours, c'est toujours important de prévoir, par exemple, des
des points d'intérêt, on va dire, si possible. Et au niveau de programmation, on a aussi, on avait travaillé à mettre du jardinage et des bacs à fleurs et un potager, et ainsi de suite, pour des activités extérieures. Au niveau des intérieurs, le développement du concept aussi, c'est, comme on parlait tantôt, c'est du concret. On a fait un peu plus de recherche au niveau on va dire, de l'histoire dans la Nouvelle-Angleterre. Puis évidemment, c'est un secteur qui a quand même une architecture de type shaker qui est quand même très développée. Donc, vous voyez un petit peu toujours à gauche et à droite l'interprétation de l'architecture intérieure shaker qui a été répliquée à l'intérieur de ces maisons-là. Et évidemment, je pense que je n'ai pas besoin d'aller en détail, mais ça se comprend assez facilement. Mais le but de ça étant que c'est un environnement dans lequel, évidemment, les résidents se sentiraient beaucoup plus, on va dire, chez soi. Donc, c'était ça l'intention de cette approche-là. Donc, les contraintes et opportunités au niveau des... on en a parlé déjà tantôt, mais je dirais que le contrainte supplémentaire qu'on a considéré toujours au niveau de Québec, et je pense que vous l'avez entendu très bien de la part de Philippe Poirier, c'était la question aussi, en plus de tout le restant, c'est la question du revenu moyen modique et les coûts de loyer qui sont quand même relativement en conséquence élevés. Donc, il y a une considération toujours aussi qu'on doit réduire les superficies brutes autant que possible et aménager des superficies nettes efficacement aménagées pour les résidents. Et je vais y arriver tantôt dans ces questions-là. Donc, en fait, c'est les mêmes projets, un petit peu, certains des projets qui vont répéter que Philippe, mais Maison d'étincelle, qu'on a travaillé ensemble, plus au niveau des vraiment, je dirais, la finition intérieure, au niveau des aménagements. Mais l'inspiration était d'aller chercher, évidemment, étant à Verdun, et ramener dans le même sens le lien avec la communauté. Donc, on voit des images toujours à gauche de la ville et à droite, à l'intérieur, comment ça a été réinterprété, que ce soit l'environnement, le parc en Grignon, la rue Wellington qui est bien animée et colorée avec, par exemple, des cafés, des restaurants et ainsi de suite, et la vie de rue et de commerce. Donc, tous ces éléments-là ont été comme intégrés au niveau des intérieurs afin de permettre de mieux ramener les gens au niveau de leur environnement qui sont habitués. Donc, un autre projet qu'on a travaillé, la ressource intermédiaire de l'Anaudière, qui est pour le 6 l'Anaudière, avec le promoteur qui est Développement BT. C'est un projet de 144 lits. Donc, c'est un projet qu'on a travaillé ensemble aussi avec Philippe Boyer. On voit un petit peu l'intégration architecturale qui a dû se faire dans un nouveau quartier. Il y avait un PPU. Et donc, en aménagement, c'est un grand U, on va dire. Vous avez vu d'ailleurs les esquisses très, très préliminaires. Là, ici, ce qu'en fait, je vous montre, c'est plus des aménagements au niveau du rez-de-chaussée et comment on a travaillé toute la question de, justement, à gauche, vous voyez le plan détaillé, mais à droite, c'est le plan plus au niveau des hiérarchies d'espace que Philippe a discuté et présenté tantôt. Donc, toute la question d'avant-scène, arrière-scène et ne pas avoir des croisements. Donc, l'avant-scène étant en vert, l'arrière-scène étant en orange. L'intention, c'est que le résident ne voit pas l'arrière-scène ou la zone publique, ce qui permettrait qu'en sortant des ascenseurs, ils sont plus dans l'avant-scène, qui mène aussi directement au jardin extérieur qui sont programmés pour leur usage. Et évidemment, les aménagements des étages types. On a un étage au deuxième qui est légèrement différent avec une unité bariatrique puis des espaces extérieurs plus amplement aménagés au niveau des toits-terrasses. Et les autres étages types au niveau des aménagements qui ont des îlots de 16 unités avec encore là l'aménagement en forme de L. Et les intérieurs, donc au niveau des aménagements qui sont prévus. Et on voit aussi un petit peu de travail au niveau de signalétique qu'on avait développé par rapport à la question de reconnaissance et pouvoir se retrouver avec
les résidents au niveau de l'intérieur ou des intérieurs. Donc, voici un peu l'avancement du projet. Ça, c'est le 3D du côté à gauche. Puis à droite, vous avez le projet qui est en fait bien avancé. Puis c'est pour être livré en fait d'ici prochain, en fait, à peu près dans 2 mois maximum. Un autre projet aussi qu'on travaille en fait, qui est en cours de route en ce moment, c'est CHSLD Laval. Ça a été développé et travaillé avec le CIS Laval et le promoteur est Montoni. Donc, c'est un projet beaucoup plus important au niveau de nombre de lits. Donc, c'est un 242 lits. Vous voyez un petit peu les images. L'aménagement sur le site, évidemment, a été un défi pour le garder à 4 étages. Alors, on voit un petit peu en forme les aménagements, comment ça a été fait. Mais il y a des espaces verts qui ont été développés à travers, entre chacun des îlots. Et un autre toit terrasse, en fait, ici qu'on voit. Donc, encore le même concept très rapidement. Je ne repasserai pas en détail, question de temps. On voit en bleu les espaces publics. Et puis, en fait, la question d'avancer en arrière-scène, on a fait le travail en couple, je dirais plus. Vous voyez ici un petit peu la question au niveau du sous-sol. C'est tous les services arrivent au niveau sous-sol avec l'arrière-scène qui est tout au sous-sol, incluant les espaces de préparation et de cuisine. Tout monte à l'étage ici et sont servis directement. Les résidents arrivent par les ascenseurs et ne voient pas tout ce qui est comme arrière-scène. Encore là, c'est bien, on va dire, camoufler la portion de public et arrière-scène. Et puis après, on voit typiquement pour les étages, il y a une notion de noyau avec des formes de L pour les îlots qui sont de 11 par îlot. Et puis là, ça, c'est un îlot agrandi. Donc, on voit un peu la progression des espaces résidentiels. Comme je disais tantôt encore, on essaie de toujours garder la relation, éliminer l'effet corridor tant que possible. Puis, autant dans la Lanaudière que le projet à Laval, même s'il y a une ligne qui est dessinée là, au sens réel, on ne voit pas vraiment un corridor. C'est-à-dire que le corridor fait partie directement des espaces qui sont habités, ce qui enlève tout l'aspect institutionnel qu'on parlait, puis les mêmes éléments de détail de signalétique et tout le restant. Le projet est en avancement pour être livré en décembre de l'année prochaine, normalement. Donc, en conclusion, les schémas conceptuels, vous voyez un petit peu les options qu'on a discutées, donc soit en forme de L ou en C autour d'un noyau, ou en forme de grappe. Les deux, en fait, on les a travaillés, développés dans différents projets, avec aussi M. Voyer qui était impliqué dans ce dossier-là, qui était comme plus en avant-projet et études. Mais vous voyez qu'on a travaillé à une option en boucle, qui est plus en forme de grappe ici, là, on le voit. Et évidemment, là, ça nous permettrait d'avoir non seulement la déambulation en ayant un corridor double, mais ça permet aussi peut-être la question d'avoir des utilités propres et souillées vis-à-vis le noyau, de façon à pouvoir accéder sans passer par la maisonnée. Dans un cas où on le ferait en forme de L, évidemment, c'est plus efficace au niveau des superficies. Par contre, tous les autres éléments, que ce soit la question de rentrer la lumière ou d'avoir des percées de vue vers l'extérieur, d'éliminer l'effet corridor et tout le restant, tout est préservé dans le concept. Et évidemment, pour terminer, c'est le schéma conceptuel qu'on essaie puis que je souhaiterais développer. Ça serait de voir si on serait capable de faire une option à un moment donné, plus en forme en ayant des 8 à 9 lits par, on va dire, des formes de L, puis venir marier le tout dans une forme où l'espace, comme vous le voyez là, en fait, les chambres seraient sur l'extérieur de la main, on va dire, et l'intérieur devient la cour intérieure, l'espace jardin, en formant des doubles L. Ça permettrait d'avoir justement des espaces de jardin fermés intérieurs, tout en ayant un noyau, puis avoir un autre on va dire, îlots de 2. Donc, ça ferait 4 îlots de soit 8, soit 9 pour un 32-36, qui est le ratio normalement visé pour des CHSLD ou des RI. Donc, voilà.